18h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Plusieurs Palestiniens tombent en martyrs dans de nouveaux massacres perpétrés à Gaza durant ces dernières 24 heures. Désespérés, les Palestiniens déplacés s'abritent dans des camps de fortune dans le sud de Gaza et font face à de fortes chaleurs. Journée cruciale pour la politique française. Les Français votent pour le premier tour des législatives anticipées des élections historiques sur lesquelles plane le spectre du RN. Et puis nous évoquerons le conflit en Ukraine. La Russie revendique la prise de 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza où 43 Palestiniens ont été tués dans 3 massacres commis par l'armée sioniste durant les dernières 24 heures. Au 268e jour de l'agression sioniste, 4 Palestiniens ont également été tués dans la région de Beit Lahia et dans le quartier d'At-Toufah suite au bombardement de plusieurs maisons. Sachez également qu'au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements ayant visé des maisons dans l'ouest de la ville de Rafah et dans le quartier d'Ad-Darraj à l'est de Gaza. Et après cette frappe, de nombreuses familles se sont retrouvées endeuillées. Ce sont aujourd'hui des scènes devenues le quotidien des Palestiniens. Ces nombreux massacres alourdissent une fois de plus le bilan des victimes de ce génocide sioniste. 37 877 Palestiniens ont été tués à ce jour et 86 969 autres ont été blessés selon les autorités palestiniennes. Des chiffres bien en deçà de la réalité en raison des nombreuses victimes toujours bloquées sous les décombres. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé ce dimanche l'évacuation de son siège dans la zone d'Al-Mawazi, à l'ouest de la ville de Khan Younes, au sud de Gaza, en raison des attaques sionistes. Dans un communiqué publié sur la plateforme X, l'organisme palestinien a déclaré que l'association avait complètement évacué son siège administratif temporaire dans la région d'Al-Mawazi à Khan Younes en raison des éclats d'obus tombés sur le bâtiment du siège et des bombardements et ciblages directs. Désespérés, les Palestiniens déplacés s'abritent dans des camps de fortune dans la partie sud de Gaza et dans des conditions précaires face aux températures élevées. Ils souffrent, ils ont souvent recours à des moyens basiques pour se rafraîchir et rafraîchir leurs enfants dans cette chaleur estivale accablante, nous dit Amel Amazian Sitouni. Les températures dépassent les 32 degrés à Gaza. Les habitants du territoire affirment qu'il devient insupportable de rester à l'intérieur de leur tente, principalement faite de nylon. Barawi Bakroun est un déplacé qui s'abrite dans un camp de tente à Deir el-Balaha. Il ne supporte plus la chaleur torride de l'été. La chaleur nous tue. Cette tente est comme une tombe. La mort vaut mieux qu'elle. J'utilise ce morceau de tissu à cause de la chaleur. Je le mouille avec de l'eau et je le mets sur ma tête. J'ai très chaud et je ne supporte pas la chaleur. Le territoire palestinien est privé d'électricité depuis que l'occupant sioniste a coupé le courant dans l'optique du génocide perpétré sur Gaza il y a maintenant presque 9 mois.
Les déplacés sont alors privés de climatisation et de ventilateurs. L'occupation sioniste a également cessé de pomper de l'eau potable dans l'enclave, rendant les conditions de vie plus difficiles. La tente est un sauna. Savez-vous comment fonctionne un sauna? Nous entrons dans la tente et en sortant trempés de sueur. Notre sueur ne sèche pas de la journée. Hier, après avoir déjeuné, nos enfants se plaignaient parce qu'ils transpiraient beaucoup et avaient chaud. Avec un morceau de carton, on s'en sert comme un ventilateur toute la journée pour nous rafraîchir. On ne peut pas entrer dans la tente. Dès 7 heures du matin, la première chose qui nous réveille, ce sont les mouches et elles nous piquent. On se réveille et on transpire à grosses gouttes. Il n'y a pas d'eau pour se laver. C'est quoi cette vie? J'aurais préféré qu'on meure à Gaza et qu'on ne vienne pas dans cette région. Les Palestiniens de Gaza ne savent plus où se réfugier. Ils manquent de tout et doivent affronter les températures élevées de la saison estivale. En Cisjordanie occupée, cette fois-ci, les campagnes d'arrestation se sont intensifiées depuis le 7 octobre dernier, le début du génocide à Gaza. L'armée d'occupation a arrêté 4 Palestiniens aujourd'hui, dont des enfants, dans la région de Yatta, au sud d'El Khalil. Les forces d'occupation sionistes ont également arrêté 20 Palestiniens dans la région de Naplouse, ce qui alourdit le nombre total des arrestations depuis le 7 octobre à 9 450. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Sachez également qu'au Liban, le Hezbollah a annoncé la mort de 2 de ses membres ce dimanche. Il s'agit de Nasrat Shkair du village Souané au sud du Liban et de Jalal Daher. Tous 2 ont été tués lors d'une frappe aérienne sioniste qui a ciblé une habitation. Le président mauritanien sortant Mohamed Ould El Ghazouani est arrivé en tête des résultats préliminaires des élections présidentielles qui ont eu lieu hier samedi après le dépouillement de près de 90% des urnes selon les chiffres annoncés par la Commission mauritanienne électorale nationale indépendante. Le candidat El Ghazouani devancerait largement ses concurrents avec 55,82% des voix. Commentaire Hamid Meshri, récit Kherdin Batash. Les résultats provisoires des élections présidentielles mauritaniennes donneraient le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani et candidat à l'élection comme favori à sa propre succession. Ould El Ghazouani qui incarne le candidat de la continuité mais aussi de la stabilité alors que la région du Sahel est aux prises avec la montée des groupes armés est en tête avec 55,82% des voix après le dépouillement de 89,05% des votes exprimés samedi. Son principal rival, le candidat Biram Dah Abeidi, est arrivé toujours selon les premiers chiffres en deuxième position avec 22,35% selon la Commission électorale nationale indépendante mauritanienne. Parmi les autres candidats en lice figurent Hamadi Ould Sid Mokhtar avec 13,03% et Aïd Ould Mohamed Mbarek avec 3,46%, Atoma Soumaré avec 2,13% et Mamadou Boukar avec 2,24% et enfin Mohamed El Amin El Murtaja El Ouafi avec 0,98%. À 14h, le total des votes dépouillés avait atteint 89,05%, soit 3 982 bureaux de vote sur 4 503 à travers le pays, pour un taux de participation de 54,81%. Quelques 2 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, les enjeux majeurs étant notamment la lutte contre la corruption et la création d'emplois pour les jeunes.
En plus d'incarner le candidat de la continuité et de la stabilité, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a promis d'attirer les investissements pour stimuler un boom des matières premières dans ce pays de près de 5 millions d'habitants et qui se prépare à commencer à produire du gaz naturel. Al-Ghazouani s'est engagé également à construire une centrale électrique alimentée au gaz naturel et d'investir dans les énergies renouvelables et le développement de l'exploitation minière de l'or, de l'uranium et du minerai de fer. Après un premier mandat éclipsé par la pandémie Covid-19 et les répercussions du conflit en Ukraine, Al-Ghazouani espère mettre en œuvre davantage de réformes lors d'un second mandat grâce à des perspectives économiques favorables. Dans un tout autre dossier, le comité sahraoui contre l'occupation marocaine a fermement condamné les abus et agressions de l'occupation marocaine contre les militants et défenseurs sahraouis des droits de l'homme. L'organisation dénonce les pratiques systématiques de torture et de répression visant à écraser les aspirations du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Le comité sahraoui contre l'occupation marocaine ISACOM a fermement condamné les pratiques et agressions continues de l'occupation marocaine contre les militants et défenseurs sahraouis des droits de l'homme. Dans une déclaration récente, ISACOM a dénoncé les abus systématiques et les actes de torture infligés aux civils sans que les responsables ne soient tenus de rendre des comptes. ISACOM dénonce ces abus comme étant non seulement des violations flagrantes des droits de l'homme, mais aussi comme des actes visant à réprimer toute forme de résistance pacifique et de revendication de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le soutien international pour les militants sahraouis qui continuent de faire face à des risques élevés est d'une importance capitale. Les SACOM soulignent que sans l'appui de la communauté internationale, ces défenseurs des droits de l'homme restent vulnérables aux répressions violentes et aux abus perpétrés par les forces de l'occupation marocaine. L'organisation rappelle que le respect des droits de l'homme et la protection des défenseurs des droits sont des obligations internationales que le Maroc doit respecter. L'organisation appelle la communauté internationale à intervenir de manière urgente et à faire pression sur le Marzen pour qu'il mette fin à ces pratiques inhumaines. Et SACOM insiste également sur la nécessité d'une enquête indépendante pour documenter les abus et traduire les responsables en justice. Clôture samedi soir à Tunis de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, un festival organisé par l'Union de radiodiffusion des États arabes ASBU. Plusieurs établissements de télévision ont été primés. Côté radio, la Palestine a eu le premier prix de la catégorie santé pour un programme qui aborde la santé psychique en temps de guerre. Elle a également remporté le premier prix des programmes de sensibilisation à la violence en milieu scolaire. Pour ce qui est de la compétition télévisée, la Palestine a remporté là aussi le premier prix de la catégorie de reportage et le premier prix de la catégorie film documentaire ainsi que le deuxième prix de la catégorie journal télévisé. Il s'agit de la première participation palestinienne à ce festival. Nous avons très bien représenté la Palestine durant cette saison. Nous avons remporté, grâce à Dieu, 2 prix. Le premier prix pour le film Les Petites âmes, qui raconte la politique de l'occupant d'assassinat des enfants palestiniens, qui est une politique systématique de l'occupant. La seconde histoire a pour thème des filles dans la ligne de mire, une fille travaillant comme chauffeur d'ambulance et une autre fille travaillant comme journaliste. Ça raconte les conditions dans lesquelles elle travaille lors de l'invasion de l'occupation de la Cisjordanie, les difficultés, les souffrances et les arrestations, mais aussi les tirs de feu rencontrés par ces filles. L'instance générale de la radio et télévision palestinienne a eu une part importante lors de cette compétition. Bien entendu, cette distinction est dédiée au peuple palestinien, à la mémoire des martyrs. C'est aussi un cadeau au peuple algérien, frère et ami.
Actualité sur le continent africain, au moins 18 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres ont été blessées dans plusieurs attentats suicides hier samedi dans la ville de Gwoza, située dans le nord-est du Nigeria, rappelant un mode opératoire prisé par le groupe Boko Haram, très ancré dans cette région du Nigeria frontalière avec le Cameroun. Boko Haram est connu pour avoir utilisé des femmes kamikazes dans sa lutte armée pour établir un califat dans le nord-est du pays, à l'encontre de cibles faciles comme des marchés, des écoles, des mosquées, des églises ou encore de grands rassemblements de civils. L'incident s'est produit vers 15h dans une salle de mariage où nous étions assis quand une femme est arrivée en tenant la main de 2 enfants et que nous avons entendu l'explosion. Pour l'instant, nous ne pouvons même pas déterminer le nombre de morts, car il y a encore des corps cachés qui sont découverts. Vous savez, l'explosion d'une bombe est quelque chose qui répand des cadavres. Nous ne savons donc pas combien de personnes sont mortes. Nous ne pouvons pas le déterminer pour l'instant, mais la situation est calme. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 a pris le contrôle d'une ville stratégique dans le conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales dans l'est du pays. Kanyabayonga, située à une centaine de kilomètres au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, elle-même encerclée par les rebelles, est considérée comme un verrou contrôlant vers le nord les accès des villes de Butembo et de Beni, fief de l'importante tribu Nandé, et de grands centres commerciaux du pays. La ville compte plus de 60 000 habitants, auxquels se sont donc ajoutés ces derniers mois des dizaines de milliers de déplacés. Et le président congolais revient justement sur la situation sécuritaire dans son pays. Félix Tshisekedi s'est exprimé dans la soirée d'hier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de son pays. Une date symbole alors que l'armée congolaise est en difficulté dans l'est du pays. Regardez. Le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. L'actualité à l'étranger de ce dimanche, marquée par la tenue des élections législatives en France, c'est une journée cruciale pour la politique française. Plus de 49 millions de Français sont conviés aux urnes pour cette élection qualifiée d'historique. En attendant les premières tendances de ce vote, le taux de participation pourrait enregistrer un record avec un taux de plus de 63% à 17h. Il s'élevait à 59,39%. Le président Emmanuel Macron a voté ce matin au Touquet en compagnie de son épouse Brigitte, le président français qui réunira le gouvernement demain lundi à midi à l'Elysée. Au lendemain donc de ce premier tour de législative, Gabriel Attal et les membres du gouvernement se retrouveront autour du chef de l'État à 6 jours du second tour, alors que l'hypothèse d'une accession de l'extrême droite au pouvoir est sur la table. Et direction Paris, justement, où l'on retrouve notre envoyé spécial Karim Bouaziz. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors Karim, comment est-ce que vous avez vécu cette journée électorale? Les chiffres montrent un engouement des Français pour cette élection. On le rappelle, le taux de participation s'élevait à 17h à 59,39%.
La grande inconnue, c'est qu'on avait seulement 3 semaines pour organiser ces élections, 3 semaines pour mettre en place une logistique. Eh bien, en tout cas, vous l'avez dit, cela ne s'est pas fait ressentir sur le taux de participation qui pourrait avoisiner les plus de 63%. Lors de la dernière édition, c'est-à-dire en 2022, le taux était de 38%. Donc, on conclut que c'est un pic, c'est un taux de participation historique. Les Français ont voulu donner de la voix, ont voulu voter et visiblement, on aura un taux de participation sans précédent. Autre chose, c'est que les procurations ont été signées à hauteur de 2 millions pour les moins 35 ans. Les jeunes ont également aussi beaucoup voté et on ne pourra pas dire que la future assemblée qui se dessinera ne sera pas frappée d'une forte démocratie et qui sera représentative justement des Français, puisque les Français se sont beaucoup déplacés pour voter. Autre chose à signaler, que nous ne sommes pas loin de la rue Rivoli qui concentre la majorité des boutiques chic et des magasins à la mode. Il faut savoir que les employés ont d'emblée mis des protections anti-vandalisme. Donc on s'attend visiblement également à des échauffourées. Rappelons également que les premiers résultats tomberont vers 20h heure locale. Donc c'est dans moins d'1 heure, mais on s'attend ici à des échauffourées. Très bien, merci Karim. On aura à revenir vers vous un peu plus tard dans la soirée pour justement ces résultats. Et au sortir des bureaux de vote ce matin, notre envoyé spécial Karim Bouaziz a constaté cette crainte qui hante la plupart des Français quant à l'avancée spectaculaire de l'extrême droite. Regardez. Moi, j'ai toujours voté à gauche. Donc, il y a une union de la gauche. Le nouveau Front populaire. Donc j'ai voté sans trop réfléchir. J'ai voté pour des partis républicains et pas pour ceux qui nous font croire qu'ils sont républicains et qui vont peut-être mettre la République en chaos. J'ai l'impression qu'on veut trier les Français de nationalité d'ailleurs, on va dire, et d'autres Français. Donc on est un peu inquiète pour le futur du pays. Donc on part voter, on prend en compte la gravité de ce que la France peut devenir demain. Donc on part dans cet état d'esprit-là en essayant de faire changer les choses avec notre vote. Donc je ne sais pas trop. Là le but c'est d'essayer avant tout de garder, de voter pour faire valoir nos droits, faire valoir... nos droits et surtout, je pense que là, ce qui est important, c'est faire barrage à l'extrême droite. Je pense qu'on a beaucoup joué, il y a des gens qui ont beaucoup joué avec la peur, avec les peurs, avec des choses qui sont pas très, pas très jolies et qui ont amplifié un certain nombre de choses qui n'existent pas ou qui ont carrément menti. Et puis après, les gens, quand on leur explique toute la journée qu'il faut qu'ils aient peur, qu'il faut qu'ils soient inquiets et qu'il faut se méfier des autres, ils finissent par le faire. Je pense qu'on a un travail à faire en tant que partisans des valeurs démocratiques et des valeurs qui sont celles de la France, de promouvoir les valeurs anti-extrêmes. Alors Jordan Bardella, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres. Que pensent justement les Français de ce candidat de l'extrême droite qui a créé donc la polémique ces derniers mois? Notre envoyé spécial en France a posé la question dans les rues de Paris. À mon avis, Bardella, il n'a pas grand-chose en termes des opinions. Mais le mouvement qu'il représente, je regarde comme très très dangereux pour la France et pour l'Europe en général. J'ai passé quelques ans en Angleterre et je vois maintenant qu'est-ce qui se passe avec toute la société et aussi l'économie, si on veut parler de ça, d'un pays qui se positionne plus en plus contre les immigrants. Pour moi, c'est un facteur très dangereux, culturel, économiquement, donc je suis pas un grand fan. Ça m'inspire un immense gâchis. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. Je pense que c'est un homme qui a seulement des qualités humaines, intellectuelles tout à fait intéressantes. Je pense que malheureusement, les idées qu'il défend sont des très mauvaises idées, en tout cas tout à fait contraires à mon éthique dans la vie, le sens des autres, le respect des autres, etc. Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse en arriver là, non.
Franchement, je pensais qu'il y avait plus d'équilibre en France et de personnes sensées. Une grande incertitude et un grand doute sur l'avenir face à deux extrêmes qui sont aussi désagréables l'un que l'autre dans leur perspective pour la France. Et une grande inquiétude suite à une dissolution qui était un acte un peu incompréhensible, qui reste incompréhensible du président. Voilà donc concernant l'élection législative en France, nous aurons les résultats d'ici quelques heures. Et dans un autre dossier, la Russie a revendiqué ce dimanche le contrôle de 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine après la prise d'un 3e la veille, poursuivant ainsi sa lente poussée face à un adversaire en manque d'hommes et de munitions. Et c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.